Je n'oublierai jamais ce moment précis où tout a basculé. Un soir d'été, alors que la maison semblait s'endormir doucement, ma sœur adoptive m'a regardé avec une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Son regard n'avait rien de fraternel. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds, comme si l'air autour de moi devenait trop lourd à respirer. À cet instant, j'ai compris que rien ne serait jamais plus pareil. J'avais toujours cru que la famille était ce refuge inviolable, une sorte de rempart contre les tempêtes du monde extérieur. Mais quand les frontières de ce que vous pensiez immuable se brouillent, quand l'amour prend une forme inattendue et déroutante, votre univers entier explose en 1000 morceaux. Je me souviens très bien de la phrase qui a traversé mon esprit, brutale et implacable. Ma sœur adoptive est tombée amoureuse de moi, et ma vie a basculé. C'était plus qu'une confession silencieuse. C'était une bombe à retardement qui venait de s'activer. Et moi, je savais que je n'avais aucun moyen de revenir en arrière. J'avais 19 ans à l'époque. Pas vraiment un adulte, plus vraiment un adolescent. Coincé dans cette zone grise où l'on se cherche encore, où chaque regard des autres peut soit vous briser, soit vous propulser plus haut. Je n'étais pas né dans une famille stable. Ma mère biologique m'avait laissé très jeune, incapable d'assumer le poids de ma présence. Mon père? Un fantôme. Un nom sur un acte de naissance, mais rien d'autre. Alors, quand un couple m'a adopté à l'âge de 8 ans, j'ai cru avoir gagné au loto de la vie. La maison où j'ai grandi après ça était un pavillon simple dans une petite ville de province. Des murs clairs, un jardin avec un vieux cerisier, une odeur de lessive toujours présente. Tout respirait la normalité. Moi qui avais passé mon enfance à déménager d'un foyer à l'autre, je m'y accrochais comme à une bouée de sauvetage. Et puis il y avait elle, Élise. Ma sœur adoptive. Elle avait 2 ans de moins que moi, et dès le premier jour, elle m'a accueilli avec un sourire timide mais sincère. Pour moi, elle était la preuve vivante que j'avais enfin une famille. Elle me présentait comme son grand frère, me défendait à l'école quand on me traitait d'enfant placé. Elle partageait avec moi ses secrets d'ado, ses angoisses de jeune fille, et j'étais son confident. À table, nous rions de blagues que nos parents ne comprenaient pas. Le soir, nous échangions des histoires inventées, couchés chacun dans nos chambres, portes entr'ouvertes, comme pour prolonger la journée. Elle me faisait confiance aveuglément. Et moi, je me répétais que je ne devais jamais trahir cette confiance. C'est sans doute pour ça que ce qui s'est passé plus tard m'a frappé de plein fouet. Parce que ce n'était pas une simple erreur, ni un simple quiproquo. C'était une fissure dans ce que j'avais de plus sacré, la certitude que, malgré mes blessures du passé, cette famille était réelle et solide. Je n'avais jamais imaginé que l'amour ou ce qui ressemblait à de l'amour pourrait devenir une arme pour bouleverser cet équilibre fragile. Et quand les signes ont commencé à apparaître, je n'ai pas voulu les voir. Tout a commencé par des détails. Des gestes minuscules, presque invisibles, que j'aurais pu confondre avec de la tendresse fraternelle. Mais rétrospectivement, je comprends que c'était bien plus que ça. Un soir, alors que je révisais dans ma chambre pour un examen, Élise est entrée sans frapper. Elle s'est assise sur mon lit, un peu trop près, et m'a regardé sans rien dire. Ses yeux brillaient comme si elle cherchait le courage de lâcher quelque chose d'énorme. Moi, gêné, j'ai rompu le silence. « Tu as besoin d'aide pour tes devoirs ?» Elle a souri. Pas un sourire d'enfant ou de sœur, non. Un sourire chargé de quelque chose de différent. Troublant. Les jours suivants, ce regard revenait. Au dîner, elle s'attardait sur moi plus longtemps que nécessaire. Quand nous sortions en ville, elle se plaçait toujours à côté de moi, comme si j'étais plus qu'un frère. Et quand nos parents plaisantaient sur le fait que nous étions inséparables, elle rougissait. Puis il y a eu ce soir-là. Un samedi pluvieux. Nos parents étaient partis dîner chez des amis, nous laissant seuls à la maison. Nous regardions un film dans le salon. La pluie battait les vitres, l'ambiance était feutrée, presque intime. À un moment, elle s'est tournée vers moi et a murmuré. « Tu sais, tu n'es pas vraiment mon frère. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai voulu rire, faire semblant de ne pas comprendre. Mais elle a continué, ses joues rouges, ses mains tremblantes. « Depuis longtemps, je crois que je suis amoureuse de toi. » C'était comme recevoir un coup de poing invisible. Tout s'est effondré en moi. Mes souvenirs d'enfance, mes illusions de stabilité, ma confiance. Tout. Je me suis levé brusquement, incapable de respirer. Mon esprit hurlait, non, 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 ça ne peut pas être réel.
J'ai fui dans ma chambre, claqué la porte, et je me suis effondré sur mon lit. J'avais l'impression d'être trahi. Pas parce qu'elle avait des sentiments, mais parce qu'elle venait de détruire le sanctuaire fragile que je croyais intouchable. Ce soir-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le silence de la maison me paraissait étouffant. Chaque craquement du bois me rappelait cette phrase. « Tu n'es pas vraiment mon frère. » Le lendemain, je ne pouvais plus la regarder dans les yeux. J'avais peur de ce que ça voulait dire, peur de ce que ça allait provoquer. Et au fond de moi, une certitude douloureuse s'imposait, ma vie venait de basculer, et rien ne redeviendrait jamais comme avant. Les semaines qui ont suivi cette nuit-là ont été un véritable calvaire. La maison, autrefois mon refuge, était devenue un champ de mines. Chaque pièce semblait chargée d'une tension invisible. Quand Élise croisait mon regard, je détournais les yeux. Quand elle essayait de me parler, je trouvais toujours une excuse pour m'échapper. Mais plus je fuyais, plus je sentais son insistance, comme une ombre qui refusait de me lâcher. Un soir, alors que nous étions à table, nos parents discutaient joyeusement de leur projet d'été. Moi, je mâchais sans goût, le regard fixé dans mon assiette. Élise me fixait, encore et encore. J'avais l'impression que mes parents ne voyaient rien, qu'ils étaient aveugles à ce fil tendu entre nous. Et ça me rongeait. Finalement, je n'ai plus tenu. J'ai commencé à passer mes nuits dehors, prétextant des révisions tardives chez des amis. En réalité, je traînais dans les rues, assis sur des bancs de pierre froide, ou réfugié dans un petit local désaffecté près de la gare. Le froid mordait mes doigts, l'humidité me collait à la peau, mais au moins je pouvais respirer. Avec mes maigres économies, je m'achetais des sandwichs les moins chers au supermarché. Parfois, je me contentais d'un pot de beurre de cacahuète et d'une cuillère en plastique volée à une station-service. Pour me laver, j'allais au 1K de la ville voisine. 10 minutes sous l'eau chaude, payé avec une pièce, et j'avais l'impression de retrouver un peu d'humanité. Mais la fatigue me brisait. Dormir sur un sol dur, entendre le bruit des trains, sentir les regards méfiants des passants, chaque jour devenait une lutte. Pourtant, c'est dans cette misère que j'ai commencé à comprendre quelque chose, je ne pouvais compter que sur moi-même. Un soir, alors que je traînais devant une bibliothèque municipale, j'ai vu une affiche, cours gratuit d'informatique pour débutants. Sur un coup de tête, j'y suis allé. J'avais besoin de chaleur, de lumière, d'un endroit où ne pas penser. Là, j'ai découvert le monde des ordinateurs, des logiciels, et surtout, des tutoriels en ligne. C'était une révélation. Chaque nuit, au lieu de me perdre dans ma douleur, je me connectais sur un vieux PC de la bibliothèque et j'apprenais. Petit à petit, je me sentais moins impuissant. Et un jour, miracle, un professeur m'a proposé de l'aider pour corriger des fichiers audio. Une tâche simple, payer quelques euros. Mais pour moi, c'était énorme. Mon premier revenu gagné par moi-même, sans dépendre de personne. Je n'avais toujours pas de maison, je me nourrissais encore de barres de céréales et je portais les mêmes vêtements trop souvent. Mais au fond, une flamme commençait à brûler. Une flamme qui disait, tiens bon. Ce n'est que le début. Ce qui n'était d'abord qu'une distraction pour oublier ma douleur est rapidement devenu une obsession. À force de passer mes nuits dans cette petite bibliothèque, j'ai commencé à avaler des heures et des heures de vidéos sur YouTube. J'apprenais tout, montage vidéo, retouche photo, codage basique, même la gestion des réseaux sociaux. J'avais faim de savoir. Pas seulement pour réussir, mais pour prouver à moi-même que je pouvais exister sans dépendre de personne. Peu à peu, j'ai commencé à appliquer ce que j'apprenais. Je proposais mes services en ligne, sur de petits forums et des plateformes de freelance. La première fois qu'un client inconnu m'a payé 20 € pour corriger une vidéo, j'ai ressenti une euphorie que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas grand-chose pour la plupart des gens, mais pour moi, c'était la preuve que j'étais capable de créer de la valeur à partir de rien. Avec ces petits gains, j'ai loué une minuscule chambre sous les toits, à peine plus grande qu'un placard. Les murs sentaient l'humidité, la fenêtre fermait mal, mais c'était mon espace, ma forteresse. Fini les nuits glaciales à la gare. Fini de courir pour éviter de croiser Élise. J'avais un endroit où respirer. Là, j'ai redoublé d'efforts. J'ai travaillé sans relâche, dormant parfois à peine 3 heures par nuit. J'acceptais des missions de montage, de traduction, de gestion de comptes en ligne. À chaque projet terminé, je sentais que mes compétences grandissaient, que mes épaules se redressaient. 1 an plus tard, je n'étais plus le gamin perdu errant avec un pot de beurre de cacahuète.
J'avais un ordinateur correct, des clients réguliers, et une petite réputation qui commençait à se construire dans mon domaine. J'avais appris à dire non, à fixer mes prix, à croire que ma valeur dépassait le simple besoin de survie. Et puis un jour, j'ai fait le grand saut, j'ai lancé ma propre petite entreprise de services digitaux. J'ai créé un site web, trouvé un nom, et commencé à démarcher des clients plus importants. Les premières semaines ont été terrifiantes. Mais très vite, les contrats ont suivi. Des entreprises locales voulaient de la visibilité en ligne, et moi, je savais comment les aider. La première fois que j'ai signé un contrat de 1 000 €, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais d'un mélange de soulagement et de fierté. Je n'étais plus dépendant de personne. Je n'étais plus ce garçon qu'on pouvait abandonner ou briser. J'étais libre. Avec le temps, mon entreprise a grandi. J'ai embauché 2 freelances, puis 3. Je pouvais enfin m'offrir un appartement correct, des vêtements neufs, même un petit voyage. Et pour la première fois, je me regardais dans le miroir sans honte. J'étais en train de devenir quelqu'un. J'étais en train de me construire une vie que personne ne pourrait m'arracher. Et c'est précisément à ce moment-là que le passé a décidé de revenir frapper à ma porte. Mon succès n'était plus une rumeur, il était devenu concret. Un article dans un journal local avait raconté mon parcours, de jeune presque sans-abri à entrepreneur digital qui réussit. Puis, une radio m'a invité à témoigner, et finalement, un podcast très suivi m'a donné la parole. Ma voix résonnait désormais bien au-delà des murs de ma petite entreprise. Les gens m'écrivaient pour me dire que mon histoire les inspirait, que je leur donnais de l'espoir. Et c'est là que tout a recommencé. Un soir, après une longue journée, je rentrais chez moi. Ma boîte mail débordait, comme toujours, mais un nom m'a glacé le sang, Élise. Je suis resté figé devant l'écran. Le simple fait de lire son prénom suffisait à réveiller une douleur que je croyais éteinte. Le message était court, hésitant, mais chargé de ce mélange de nostalgie et de culpabilité. Je suis tombé par hasard sur ton interview. Tu as tellement changé. Je suis fier de toi, vraiment. J'aimerais qu'on puisse se revoir, parler. Peut-être réparer certaines choses. J'ai fermé l'ordinateur. Mon cœur battait comme une alarme. Pendant des années, j'avais tout fait pour m'éloigner, pour oublier ce chapitre. Et voilà qu'elle revenait, au moment précis où je me sentais enfin solide. Les jours suivants, les signes se sont multipliés. Des messages sur mes réseaux, des tentatives d'appel, puis finalement une lettre manuscrite déposée à mon bureau. Dedans, ces mots vibraient de regret, je sais que j'ai brisé quelque chose entre nous. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Si tu veux, je suis prête à tout expliquer. Comme si ça ne suffisait pas, mes parents adoptifs, que je n'avais plus vus depuis longtemps, ont eux aussi réapparu. Ils avaient entendu parler de mon succès, et soudain, ils voulaient organiser un dîner de famille. Pour célébrer ce que tu es devenu. Ironie cruelle, quand j'étais perdu, errant, invisible, personne ne cherchait à me tendre la main. Mais maintenant que j'étais en pleine lumière, tout le monde voulait s'approcher, comme des papillons attirés par la flamme. Je me retrouvais face à un dilemme déchirant. Devais-je rouvrir la porte à ceux qui m'avaient blessé, au risque de replonger dans l'ancien chaos? Ou devais-je rester ferme, tracer ma route, et refuser de me laisser rattraper par ce passé empoisonné? C'était le moment de vérité. Je me souviens très clairement du soir où tout s'est cristallisé. J'étais assis dans mon appartement, les rideaux à moitié fermés, une tasse de café froid oubliée sur la table basse. Mon téléphone vibrait encore, un nouveau message d'Élise. Elle me suppliait de la rencontrer, juste une fois, pour qu'elle puisse mettre des mots sur le passé. Je lisais et relisais ces phrases, mais je ne ressentais plus la brûlure d'autrefois. J'étais calme, presque détaché. Comme si la douleur avait enfin cessé de saigner et n'était plus qu'une cicatrice. Le dilemme me rongeait, accepter et rouvrir une plaie, ou refuser et tourner définitivement la page. Alors, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai pris une feuille, j'ai écrit quelques lignes, et je les ai envoyées à la fois à mes parents adoptifs et à Élise. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Je n'ai pas oublié le passé, et je ne pourrai jamais faire comme s'il n'avait pas existé. Aujourd'hui, j'ai construit ma vie seule, pierre par pierre. Je n'ai pas de rancune, mais je n'ai plus besoin de ce que vous voulez m'offrir. Ma famille, je l'ai trouvée dans les liens que j'ai choisis, pas dans ceux qui m'ont brisé. Je vous souhaite le meilleur, mais mon chemin ne repasse pas par le vôtre. En appuyant sur renvoyer,
j'ai senti un poids quitter mes épaules. J'avais enfin posé une frontière claire. Le lendemain, je me suis réveillé léger. Pour la première fois depuis des années, je me suis regardé dans le miroir et j'ai eu l'impression de me voir vraiment. Pas le garçon perdu, pas le fils abandonné, pas le frère trahi. Juste un homme debout, libre, maître de son propre destin. C'était ça, ma victoire. Pas l'argent, pas la reconnaissance publique, mais cette capacité à dire non. À refuser d'être défini par ceux qui m'avaient blessé. Et je crois que, quelque part, c'est la plus grande forme de pardon que je pouvais leur offrir, ne plus leur donner aucun pouvoir sur moi. En racontant cette histoire, je réalise que la vraie victoire n'est pas d'avoir réussi professionnellement ou d'avoir prouvé ma valeur aux yeux du monde. La vraie victoire, c'est d'avoir appris à me protéger, à poser des limites, et à comprendre que le succès ne m'oblige pas à rouvrir les portes du passé. Parfois, les gens qui disent vous aimer sont aussi ceux qui vous font le plus de mal. Et parfois, il faut avoir le courage de leur dire « je t'entends, mais je continue sans toi ». Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la rancune, c'est simplement de l'amour-propre. Alors je laisse cette question à ceux qui m'écoutent. Index revers pointant vers la droite blanc. Si quelqu'un qui vous a profondément trahi revenait dans votre vie une fois que vous avez enfin trouvé votre équilibre, que feriez-vous? Accepteriez-vous de lui donner une seconde chance, ou protégeriez-vous ce que vous avez construit, quitte à tourner la page définitivement? La réponse n'est jamais simple. Mais une chose est sûre, votre paix intérieure vaut plus que tous les regrets du monde.